Random Analysis, un autre regard. Nous assistons depuis plusieurs années à une critique, souvent justifiée, de la notion de méritocratie. Qu'est-ce que c'est que la méritocratie ? La méritocratie renvoie habituellement à l'idée que ceux qui ont du pouvoir sont les plus méritants. Ce sont les fameux premiers de cordée, ceux qui devraient, si l'on en croit la doxa néolibérale, leur position sociale dominante à leur seul travail, à leur seule détermination. Alors la critique d'un tel système semble à première vue justifiée. Pourquoi ? Parce que l'idéologie républicaine cache souvent des privilèges de classe en les présentant comme de simples effets du mérite individuel. Je prendrai un exemple, les parents riches payent souvent à leurs enfants des études, et ces études, disons-le, demeurent inaccessibles à l'étudiant qui, lui, serait issu d'un milieu modeste. Et on peut dire que la réussite de l'enfant tient alors en grande partie à la richesse des parents, beaucoup plus, bien sûr, qu'au mérite scolaire de l'enfant. Aujourd'hui, le personnage qui va m'intéresser, c'est un universitaire américain que l'on connaît peut-être pas très bien en France, qui s'appelle Michael Sandel. Michael Sandel est un professeur qui a beaucoup de succès dans les médias américains, qui est professeur dans les universités les plus prestigieuses américaines. Et il a écrit, il y a 4 ans, un ouvrage qui s'intitule « La tyrannie du mérite ». Qu'est-il advenu du bien commun ? Alors ce titre, bien sûr, est un titre qui retient toute notre attention. En quoi, justement, le mérite peut-il devenir tyrannique ? Alors Michael Sandel, qui enseigne à ses étudiants de l'Ivy League, c'est-à-dire de ces universités américaines les plus prestigieuses, a sans doute, je dirais, mauvaise conscience. Lorsqu'il rappelle cette vérité élémentaire, je cite Michael Sandel, « Aux États-Unis, si vous êtes issu d'une famille riche, dit-il, vous avez 77 fois plus de chances d'être admis dans une université de la Ivy League, c'est-à-dire les universités prestigieuses, que les enfants issus d'une famille pauvre. » Alors ce que veut dire Michael Sandel, c'est que ces étudiants, ceux qui fréquentent les universités les plus prestigieuses, sont en fait issus des classes américaines les plus favorisées. Et cela mérite, bien sûr, d'être noté. I am thinking of the everyday ways that conscientious, well-to-do parents help their kids. Even the best, most inclusive educational system would be hard-pressed to equip students from poor backgrounds to compete on equal terms with children from families that bestow copious amounts of attention, resources, and connections. Michael J. Sandel, The Tyranny of Merit. What's become of the common good? Je pense aux façons quotidiennes dont les parents consciencieux et aisés aident leurs enfants. Même le meilleur système éducatif, le plus inclusif, aurait du mal à préparer les étudiants issus de milieux pauvres à rivaliser à armes égales avec les enfants de famille qui leur accordent une attention, des ressources et des relations en abondance. Michael J. Sandel, La tyrannie du mérite. Qu'est-il advenu du bien commun ? Malheureusement, ces auteurs, comme Michael Sandel, qui sont très bien intentionnés, assimilent dans un second temps la critique de la méritocratie à la critique du mérite. Et c'est, selon moi, ce qui se révèle totalement incohérent. D'un point de vue à la fois logique, et également, sans doute, d'un point de vue moral ou philosophique. Tout d'abord, d'un point de vue logique. Examinons bien ce qui est dit.
on nous dit « Nous critiquons la méritocratie ». Et d'ailleurs, cette critique de la méritocratie, comme je l'ai dit, va devenir la critique du mérite, puisque le titre de Michael Sandel, c'est « Tyrannie du mérite ». C'est un terme ou une expression très maladroite, parce qu'en fait, si l'on regarde bien la critique qui est menée, il s'agirait plutôt de dire « nous critiquons les privilèges ». Ça serait déjà beaucoup plus clair. D'autre part, cette critique de la méritocratie repose, en dernier lieu, sur l'idée de mérite. C'est-à-dire que ce que ne voit pas toujours Michael Sandel, c'est que si nous critiquons la méritocratie, c'est justement au nom de l'idée de mérite. Pourquoi ? Parce que si, comme Michael Sandel, je critique les puissants, c'est qu'en effet, ils ne méritent pas nécessairement leur fortune, leur pouvoir ou leur place dans les universités les plus prestigieuses. Donc ici, c'est bien une réutilisation du mérite que nous faisons souvent de façon implicite. D'un point de vue moral également, il y a quelque chose qui est très gênant. C'est que nous glissons progressivement d'une critique qui au départ est justifiée, c'est la critique d'un pouvoir que je l'appellerais arbitraire, la méritocratie, c'est ce que ça veut dire, et je glisse progressivement vers une condamnation arbitraire de toute forme de morale. En effet, pour Michael Sandel et, je dirais, ses pairs, PAIRS, on assimile la morale à un pouvoir. Et cette stigmatisation du mérite va aboutir, in fine, à des positions très radicales, comme celle, en France, de la philosophe Chantal Jacquet, qui avait parlé, elle également, des illusions du mérite. Et Chantal Jacquet va sans doute plus loin. Chantal Jacquet a pour ambition de détruire toute notion morale. Il faut en effet écouter les arguments de Chantal Jacquet. Qu'est-ce qu'elle veut ? Elle veut abolir la notion de mérite. Et pour cela, elle veut inventer, j'ai envie de dire, un homme nouveau, un peu comme Nietzsche. Par exemple, elle va nous dire « J'aimerais inventer un homme qui n'éprouverait pas de fierté, un homme sans fierté. » Pourquoi ? Parce que si vous êtes fier, si vous êtes orgueilleux, c'est que, justement, vous avez le sentiment de votre propre mérite. Madame Jacquet veut également abolir la honte. Pourquoi ? Parce que si vous vous sentez honteux, c'est que vous n'avez pas de mérite, ou que vous avez le sentiment que vous avez démérité. Ainsi, Chantal Jacquet va déclarer ceci. « Un homme libre, pour moi, est un homme qui est sans honte ni orgueil. » Alors, d'un point de vue scolaire, il faudrait peut-être même aller plus loin, et certains vont plus loin, et certains professeurs qui sont dans cette mouvance, dans cette tendance, demandent l'abolition pure et simple de la notion de diplôme. Pour quelle raison ? Parce que le diplôme, c'est le signe, encore une fois, de votre mérite scolaire. Nous avons donc devant nous une armée de ce que je pourrais appeler des néo-professeurs, qui militent pour une école qui serait, selon eux, enfin débarrassée de la notion de mérite. Donc une école sans école, j'ai envie de dire. Écoutons Marie Durubella, qui est professeure des universités émérite en sociologie et qui travaille à Sciences Po. Voilà ce qu'elle dit. « Aucun jeune, dit-elle, ne devrait sortir de l'école disqualifié du fait de son absence de mérite scolaire. » Voilà. Alors, il faudrait, selon les critiques de la méritocratie, respecter donc des concepts aussi vagues que celui de la diversité humaine, aussi vagues que celui de démocratie scolaire, et on pourrait multiplier à l'infini les poncifs à propos de ce mouvement. Vous l'avez compris, on passe progressivement, subrepticement, d'une analyse idéologique du pouvoir, qui peut être fondée, c'est le fait de dire que les riches ne mériteraient pas forcément leur patrimoine ou leur position sociale dominante,
Et on va passer progressivement à une vision critique et généraliste de l'éthique, c'est-à-dire que la morale, pour ces auteurs, en général, ne serait que le masque d'une domination économique et politique. Ce qui pourrait n'apparaître que comme une confusion cache en réalité quelque chose de plus important. De la même façon que la banquise bouge, mais bouge lentement, les tendances politiques évoluent lentement mais sûrement. Et on voit que nous avons affaire en fait à des lignes de raisonnement d'une gauche politique qui a évolué, un peu comme la banquise. Et cette gauche politique ne se contente plus du tout de l'observation économique, de l'observation politique, mais elle se place désormais sur le terrain de la morale, ce qu'on appelle des normes éthico-politiques. Ce qui fait qu'il existe à gauche un malaise réel. La gauche traditionnelle reste, elle, ancrée sur l'analyse marxiste d'une société qui est divisée en classes sociales. Il s'agirait pour elle de lutter contre le pouvoir économique de la bourgeoisie. Mais apparaît progressivement une gauche qu'on pourrait appeler nouvelle, américaine, qui, elle, préfère s'en prendre à des idées morales, comme celle, par exemple, de mérite, ou utiliser des catégories plus générales, comme celles d'identité, de race, de genre. Alors, s'agit-il simplement d'un vocabulaire différent, décrivant une même réalité, ou est-ce qu'il s'agit de perspectives très hétérogènes qui deviennent progressivement non superposables? Et si on expliquait ensemble ce malaise? En fait, l'analyse de cette nouvelle gauche, elle repose sur un terme, c'est le terme de déterminisme, notamment de déterminisme social. C'est la raison pour laquelle cette nouvelle gauche est vraiment l'héritière de la sociologie, et notamment de la sociologie de Pierre Bourdieu. Qu'est-ce que c'est que ce déterminisme? C'est le fait de penser qu'un individu est totalement déterminé par un ensemble de circonstances. Ce qui fait que, pour cette gauche, la notion de liberté semble disparaître peu à peu ou devenir de moins en moins essentielle. Je vous ferai remarquer que l'on trouve cette tendance chez Marx, chez Karl Marx lui-même. Karl Marx lui-même qui a toujours insisté sur cette notion de détermination. Dans un passage célèbre de l'idéologie allemande, Marx affirmait en 1846 avec Engels, je cite, « Ce n'est pas la conscience qui détermine la vie, mais à l'inverse, c'est la vie sociale qui détermine, dit Marx, la conscience. » Alors, s'appuyant sur une interprétation radicale de cette phrase, on peut affirmer sans problème qu'il existe, c'est vrai, une gauche déterministe, c'est-à-dire une gauche qui considère qu'un individu est intégralement déterminé par son genre, sa race, sa condition sociale, sa position sociale, son éducation, etc. Et cette gauche qui critique justement le mérite ou la morale est totalement déterministe. Dans ce sens, Michael Sandel va affirmer ceci. Il va nous dire « Nous ne sommes pas propriétaires de nos talents ». Essayons d'expliquer ensemble cette phrase. Qu'est-ce qu'elle signifie? Prenons l'exemple du sportif. Le sportif, je dirais, nous étonne par ses performances. Mais, voilà la question de Michael Sandel, est-ce que le sportif est responsable de ses performances? Est-ce qu'il en a le mérite? Non pour Michael Sandel. Pourquoi? Parce que ce talent du sportif vient, par exemple, de ses gènes, ou vient, par exemple, de son père qui lui a transmis des conseils et des techniques, à la différence de ses camarades. Prenons un autre exemple. Un savant comme Blaise Pascal, qui va lire très jeune, vous le savez, les éléments d'Euclide, qui nous étonne par son intelligence si vive.
on va dire, est-il responsable de son intelligence? C'est l'idée de Michael Sandel. Est-il méritant? En fait, Michael Sandel risque de nous dire non, il a évolué dans un milieu qui a encouragé la recherche mathématique, c'est pas faux d'ailleurs, et la méditation religieuse, Port-Royal. Donc, là encore, cette intelligence mathématique, ou cette aptitude à la religiosité, c'est peut-être un héritage. C'est en tout cas l'interprétation de Michael Sandel. Ce qui fait que ce sont ces savants comme des biologistes, des sociologues qui vont avoir pour tâche de nous rappeler que nous ne sommes pas propriétaires de nos talents et que ce que nous croyons inné n'est en fait que le résultat des circonstances qui nous déterminent. Dans ce schéma, on voit bien que la notion de libre arbitre, la notion de choix individuel disparaît totalement. C'est la raison pour laquelle ces auteurs s'en prennent à la notion de mérite, car derrière le mérite se cache, selon eux, la liberté, qui pour eux, je dirais, n'est qu'une illusion grossière. Finalement, cette gauche qui développe de manière tentaculaire ces lignes de raisonnement comme des filets qui capturent la conscience des contemporains, est une gauche politique qui est liberticide. Permettez-moi pour des raisons de clarté, de reproduire le raisonnement de cette gauche sous la forme du syllogisme suivant. La liberté n'existe pas, car tout est déterminé. Or, si tout est déterminé, la morale disparaît. Donc l'absence de liberté conduit à la disparition conjointe de la morale et du mérite. Alors la question que nous pouvons nous poser à la lecture de cette prose est celle-ci. N'est-ce pas un peu trop simple? S'agit-il, comme je l'ai dit, de s'en prendre à la notion de méritocratie? Ou s'agit-il de s'en prendre à la notion de mérite? Certes, on ne peut nier la présence des déterminismes. Ils sont multiples. Nous sommes, il est vrai, déterminés par une kyrielle de facteurs. C'est la tâche du sociologue et de l'historien de nous le montrer. Mais cela n'est pas un argument contre la liberté. C'est la raison pour laquelle nous pouvons sans doute préférer la lecture de Jean-Paul Sartre à celle de Michael Sandel. Car Sartre au moins reconnaissait l'existence en l'homme de la liberté malgré la présence des déterminismes. Et je considère que ce point de vue du déterminisme est tout à fait compatible avec l'affirmation de la liberté, puisque Sartre va nous dire, dans ses cahiers pour une morale, lui défend la morale. Nous sommes totalement libres et totalement déterminés. Le fait de reconnaître le poids des déterminismes n'enlève rien, bien au contraire, à l'idée de liberté. Ce qui fait que cette gauche nouvelle, elle est, pour employer un terme de Hegel, einseitig, c'est-à-dire qu'elle est unilatérale. Elle voit bien le déterminisme, mais elle ne voit que lui. Elle oublie que c'est sur le fond de ces déterminismes que se joue la liberté humaine qui va conférer à chaque individu une valeur morale bien précise et un mérite. Il est donc sans doute urgent de réinventer une vision des choses qui soit enfin réconciliée avec ces notions de mérite, de morale, de devoir, et qui évite les confusions que nous venons d'observer aujourd'hui.